Bien que je sois pas hyper fan de Churchill, je pense que cette phrase résume bien quand même la situation actuelle dans laquelle on se trouve. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet d'actualité brûlant, on va s'attaquer à un sujet qui met la bonne ambiance lors des repas de famille, on va parler de politique française. Yes! On va se poser la question de savoir si notre cher président Emmanuel Macron, à travers la nomination du Premier ministre, est en train de faire une dérive démocratique, est-ce qu'il est en train de voler l'élection au peuple français, est-ce qu'il est en train de dérailler tout bonnement dans son bureau? Et vous verrez, comme d'habitude en politique, la réponse, elle est plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, sauf si vous avez vécu reclus ces derniers mois, et franchement, je vous envie, et que vous n'êtes au courant de rien de l'actualité, et alors là, je vous envie encore plus, vous n'êtes pas sans savoir que Emmanuel Macron a dissolu l'Assemblée nationale le 9 juin 2024. C'est-à-dire qu'il s'est levé et qu'il a mis 578 personnes au chômage technique, et qu'il a aussi dissous, non pas dans une baignoire avec de l'acide, mais bien politiquement, son Premier ministre, qui rend ainsi Gabriel Attal et son gouvernement démissionnaires. S'en est donc suivi une période d'élection assez éprouvante. Qu'est-ce qu'on en a bouffé de la politique entre mai et juillet? Le 7 juillet, les résultats sont tombés et ce sont les suivants. Donc le nouveau Front populaire est arrivé en tête avec 193 sièges. Donc juste pour rappel, le NFP est donc une alliance de tous les partis de gauche, le Parti socialiste, la France insoumise, les écologistes, le Parti communiste, le Parti anticapitaliste, etc., etc. En deuxième est donc arrivé avec 166 sièges, 166 députés, le groupe présidentiel donc appelé Ensemble, qui est composé donc du Parti Renaissance, qui est le parti présidentiel, composé aussi du Modem, des démocrates, qui est essentiellement composé de députés du Modem, et d'Horizon donc, qui est le parti de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe d'Emmanuel Macron, qui aujourd'hui est candidat à la présidentielle. En troisième position, avec 142 députés, est arrivé donc le Rassemblement national, avec notamment la micro-alliance de quelques éléments de droite portés par Éric Ciotti. Et en quatrième position est arrivée donc la droite républicaine, avec 47 députés. On a aussi Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, donc le LIOT, qui lui est arrivé 5e avec 21 députés, et les Indépendants, donc qui n'appartiennent à aucun parti, qui ont eux 8 députés. Alors, une fois qu'on a ces chiffres et qu'on a ce contexte, on peut commencer l'analyse. Déjà, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Eh bien, malgré tout le brouhaha médiatique et tout ce que vous entendrez partout, eh bien, cette élection n'a pas de gagnant et est un vrai casse-tête institutionnel. Calme-toi, je te rassure, ça va être moins biaisé que ce que tu penses. Premièrement, les mathématiques ne mentent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne, aucun parti ou rassemblement de partis, n'a atteint les 289 députés nécessaires pour pouvoir gouverner en son âme et conscience. Concrètement, ça veut dire quoi? L'Assemblée nationale a plein de pouvoirs, mais on va se concentrer sur deux pouvoirs particuliers, qui sont 1. La capacité de pouvoir mettre des lois à l'agenda et de les voter, et 2. De tenir en responsabilité le gouvernement du président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne n'a la majorité pour faire voter des lois. Ce qui veut dire que sans alliance, aucun parti ou regroupement de partis ne peut appliquer son programme ou tout simplement faire voter des lois. Et si on reprend l'exemple de 2022, Ensemble, qui était donc le groupe présidentiel, est arrivé en tête des élections législatives avec 250 députés. Sauf qu'on n'a pas dit qu'ils avaient une majorité absolue, on a parlé de majorité relative. Parce que pour faire voter ces lois, le groupe parlementaire Ensemble avait besoin de l'appui des Républicains, et c'est pour ça qu'on parlait de majorité relative. Relative à quoi? À qui? Aux autres partis. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que les mêmes qui clament une légitimité pour pouvoir gouverner le NFP sont les mêmes qui trouvaient illégitime la majorité relative du gouvernement de 2022. Et le vrai problème, c'est que malheureusement, ou heureusement, ça dépend pour qui vous avez voté, le NFP ne peut faire alliance avec personne, parce que quand bien même ils ont numériquement le plus de députés, ils sont très loin de la majorité. Il leur manque quasiment une centaine de députés pour pouvoir y arriver. Et concernant le NFP, aucune alliance n'est possible avec Emmanuel Macron, puisque ce dernier, durant la campagne des élections législatives de 2024, a passé son temps à dire que le NFP et le RN étaient des extrêmes qu'il fallait rejeter en bloc, et qu'il fallait qu'on soit tous des castors en gros. Mais ce résultat, il veut dire autre chose, parce que je vous ai parlé d'un deuxième pouvoir, qui est celui de tenir en responsabilité le gouvernement. C'est-à-dire qu'aucun parti, ou regroupement de partis encore une fois, ne peut censurer le gouvernement. En tout cas, il ne peut pas le faire tout seul. Très rapidement, parce qu'on n'est pas dans un cours de droit, la motion de censure, c'est un outil parlementaire dont les députés disposent qui leur permettent de manifester leur désapprobation à l'égard du gouvernement et en cas d'adoption, de le renverser. C'est-à-dire que, en fait, dans la Ve République, le président de la République, bien qu'il existe la procédure de destitution, n'est pas réellement redevable auprès de l'Assemblée nationale.
le président de la République est redevable auprès des citoyens français. Mais comme les citoyens français élisent l'Assemblée nationale, il faut que l'Assemblée nationale ait un certain pouvoir sur le gouvernement, qui est donc celle de rendre responsable le gouvernement et de dire on trouve que le gouvernement déraille trop, donc on va déposer une motion de censure et si elle est adoptée, il est obligé de démissionner. Mais la censure du gouvernement, quel impact ça a? Pour ça, il faut qu'on parle de la nomination du Premier ministre. Sommairement, la nomination du Premier ministre est une prérogative exclusive du président de la République. Autrement dit, il n'y a que lui qui peut nommer le Premier ministre. Et lui, il peut nommer qui il veut. Ça peut être ton boucher du coin qu'il peut nommer comme Premier ministre, ou bien le plus grand énarque dont on n'a jamais entendu parler. C'est un pouvoir qui lui est discrétionnaire et c'est texto la Constitution. Mais néanmoins, comme on est dans une démocratie pas trop mal pensée et pas trop mal foutue, tout ce que fait le président tout seul dans son coin, dans son bureau, peut être remis en cause, plus ou moins, par l'Assemblée nationale. Et donc, concrètement dans notre cas, ça veut dire que bien que le président peut nommer qui il veut, le Premier ministre désigné peut se prendre une motion de censure, et ça c'est pareil, c'est texto dans la Constitution, s'il s'en prend une, il est obligé de démissionner. Lui et le gouvernement qui l'aura fait. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur les pouvoirs du Premier ministre et les prérogatives, etc., notamment dans le cadre d'une cohabitation, je vous renvoie à cette vidéo qui a été faite par un petit youtubeur et qui est aux petits oignons. Maintenant qu'on a toutes ces informations-là, on peut rattacher tous nos fils ensemble et un peu mieux comprendre la situation. Aucun parti n'a la majorité, puisque aucun n'a les fameux 289 députés, et que donc, personne ne peut constituer un gouvernement comme il le souhaite. Or, si demain Macron il nomme n'importe qui, en tant que Premier ministre, ce qui est assuré, c'est que ce dernier ou cette dernière se prendra une motion de censure. Il doit donc trouver quelqu'un qui ne s'en prendra pas. Donc prenons l'exemple de Lucie Castet, qui est un nom qui est revenu à foison durant l'été. Mettons que demain, Emmanuel Macron se lève et se dise à sa table de petit déjeuner avec Brigitte, putain Bré, je crois qu'ils ont raison, faut que je nomme Lucie Castet. Et qu'il aille voir les Français et qu'ils disent désolé, GG le NFP, je nomme Lucie Castet en tant que Première ministre. Qu'est-ce qui va se passer? Le RN ou la droite républicaine, ils vont déposer une motion de censure. Et on peut assurer que le Rassemblement national, la droite républicaine, Horizon qui est quand même pas mal à droite, les démocrates, parce qu'il faut voir à quel point Bayrou passe son temps à dégueuler sur le NFP sur tous les plateaux de télé auxquels il est invité, et une bonne partie des macronistes, parce que à force de répéter de long en large et en travers que le NFP et le RN c'est la même chose, et il y en a qui vont forcément voter contre tout simplement le NFP, elle va se faire censurer et on est reparti pour un tour. Et ce que je vous dis, c'est pas d'un militantisme du bord ou de l'autre. Faut juste avoir suivi la campagne, d'avoir écouté un peu les discours qui ont été dits durant la campagne des législatives pour se rendre compte que par exemple le RN a passé son temps à dire que le NFP était le plus grand danger pour que la démocratie ait jamais porté, pour dire qu'une bonne partie des macronistes a dit à peu près la même chose du RN et du NFP, et que donc forcément, pour ne tout simplement pas passer pour des tocards qui retourneraient leur veste au premier venu, voteraient pour cette motion. Et si mettons on fait l'exercice inverse et que Macron nommerait quelqu'un proche du RN, qu'est-ce qui se passerait? Sensiblement la même chose. Le NFP, en un quart de seconde, le plus rapidement possible, déposerait une motion de censure. La droite républicaine, juste pour pas être associée au Rassemblement national, voterait pour cette motion de censure. Et une bonne partie des macronistes aussi qui sont plus à gauche, et notamment les démocrates aussi, voteraient pour. Et donc on aurait immédiatement une motion de censure. Et Macron, bien évidemment que si lui, il voulait nommer quelqu'un de son camp, alors là, le RN et le NFP, ils vont voter la même chose, boum, hop, c'est fini, ciao, bonsoir, il tient encore moins longtemps que les autres. Dire que Macron est en dérive autoritaire parce qu'il n'a pas nommé Lucie Castet, ou tout simplement qu'il est en train de voler l'élection aux Français, c'est relativement assez faux en fait. Et je parle bien actuellement, parce que dans d'autres sujets, dans d'autres contextes, il y a eu des prémices de dérive autoritaire. Il n'y a qu'à voir la gestion de la crise des Gilets jaunes, et oui, c'était il y a déjà longtemps, mais c'était déjà lui, et surtout, l'utilisation du 49.3. Par exemple, ça est une bonne représentation de ce que c'est une dérive autoritaire. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, normalement, le président de la République peut outrepasser l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale peut quand même un peu outrepasser le président. Et le 49.3 est une des armes qui permet au président d'outrepasser l'Assemblée nationale. Sauf que comme la motion de censure du gouvernement ou comme la destitution du président de la République, ce sont des éléments qui sont censés être exceptionnels. C'est-à-dire qu'on doit les utiliser en dernier recours. On n'est pas censé les utiliser les 4 matins pour forcer sa politique quoi qu'il arrive. Et Emmanuel Macron, par exemple, l'a surutilisé d'une prérogative qui lui était donnée pour outrepasser un autre pouvoir. Et ça, par exemple, c'est le début d'une véritable dérive autoritaire. Mais actuellement, on est juste dans une situation où les forces politiques sont
tellement disparate et tellement polarisée qu'il est très difficile de la résoudre. Et ce que fait Macron actuellement, c'est qu'il essaye tout simplement d'éviter la paralysie du pays, qu'on arrive dans un cycle sans fin où à chaque fois qu'on nomme quelqu'un, forcément il est censuré, donc il faut trouver la bonne personne qui elle ne sera pas censurée. Alors bien sûr, il faut pas non plus, encore une fois, me faire dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas que Macron est un enfant de cœur qui, grand merci, joue le processus démocratique et qu'a nommé quelqu'un, donc le fameux Michel Barnier, et que ça y est, tout est résolu. Bien sûr que non, dans sa stratégie politique, parce que c'est une stratégie politique, il avait la volonté de trouver quelqu'un qui va lui permettre de continuer de mener sa politique. Donc bien sûr qu'il essaye de tirer la couverture pour lui, tout en évitant la motion de censure. Et Macron, aujourd'hui, on va pas se mentir, il est davantage à droite que à gauche. Et en nommant Michel Barnier, il s'assure que la droite républicaine et une partie du RN ne va pas voter contre lui. Ça veut pas dire qu'ils vont voter avec lui, ça veut juste dire qu'ils ne vont pas le censurer. En tout cas, probablement pas. Et comme le NFP n'a pas de réserve de voix, parce qu'encore une fois, ils ont fait alliance avec eux-mêmes, et comme le Nouveau Front Populaire n'a que 193 voix, qui sont très loin des 289, eh bien, ils auront beau déposer toutes les motions de censure qu'ils veulent, tout seuls, ils n'y arriveront pas. Et la lecture qu'on peut avoir, c'est que le Rassemblement national, c'est lui qui tient la véritable épée de Damoclès aujourd'hui. Et Macron, il a choisi de négocier plutôt avec la droite qu'avec la gauche, quitte à se coltiner l'extrême droite. Et donc, dans cette politique-là, il y a une énorme forme d'hypocrisie, parce que Emmanuel Macron a passé son temps, durant la campagne des législatives de 2024, à dire que le RN et le Nouveau Front Populaire étaient tous les deux des extrêmes, que c'était très grave et qu'il fallait à tout prix faire barrage contre eux, pour se retrouver un peu dans la main actuellement du Rassemblement national. Et qu'il y a une forme de négociation par procuration avec le Rassemblement national qu'il n'y a pas avec le NFP. Mais on voit bien aujourd'hui qu'en nommant Michel Barnier, il a misé davantage sur le fait que le RN ne voterait pas contre cette personne plutôt que le NFP. Ça, c'est une évidence. Alors, c'est tout pourri, je vous l'accorde, mais c'est un fait. Dans tout ce qu'on vient de dire, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on soit pro-NFP ou pro-RN, c'est démocratique. Alors, on peut tirer deux conclusions majeures de cette situation. La première, c'est que on peut se poser la question de savoir qui est réellement responsable de cette situation. Comment un système démocratique qui est la Ve République et qui est pas si mal pensé, on l'a vu, peut se retrouver paralysé comme ça? Bien évidemment, la réponse elle est maxi complexe et multifactorielle et ça fera probablement l'objet d'une vidéo. Aujourd'hui, il faut davantage se concentrer sur cette question-là plutôt que sur pourquoi il a nommé Michel Barnier ou pourquoi Lucie Castet n'est-elle pas nommée en tant que première ministre. Et la deuxième conclusion qu'on peut en tirer, s'en prendre à l'homme ou s'en prendre à Emmanuel Macron pour cette situation, c'est tout bonnement débile. Mais ce que je peux vous assurer, et ça par exemple c'est une opinion et pas un fait, que si Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen étaient président ou présidente de la République, et c'est vous, parce que, mais oui bien sûr, votre parti, et avec des rapports de force similaires, on aurait la même situation et probablement une conclusion assez similaire. Si vous trouvez qu'il y a un problème, si vous trouvez que vous êtes mal représenté, ce mal de représentation démocratique est peut-être le signal qu'il est temps de réfléchir à des nouveaux mécanismes démocratiques. Il est possible que le système actuel qui a été pensé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ne fonctionne plus aujourd'hui en France. En tout cas, il ne faut pas s'interdire de poser la question. Et si je devais tout résumer en une phrase, je dirais n'haïssez pas le joueur, haïssez tout simplement le jeu. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une situation comme ça, où finalement, taper sur nos élites politiques ne sert plus à rien. En tout cas, ça c'est mon avis. Et ça, encore une fois, c'est une opinion et pas un fait. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'assoie tous autour d'une table et qu'on réfléchisse à de nouveaux mécanismes démocratiques, à une nouvelle forme de démocratie pour assurer une meilleure représentativité. Parce que Macron, malheureusement pour nous, et c'est peut-être ça le vrai problème, joue selon les règles de la Constitution, joue selon les règles établies du jeu démocratique et selon ses prérogatives qui lui sont inculquées par cette même Constitution. Et donc le problème ne vient peut-être pas de celui qui se sert de la Constitution, mais peut-être même de la Constitution en elle-même. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui s'attarder, dépasser un peu les querelles médiatiques, dépasser les querelles partisanes et essayer de réfléchir plus en globalité pour la société en tant que telle et non pas au niveau des enjeux précis à l'instant T. Parce que si on continue de réfléchir comme ça, on n'avancera jamais
et on répétera inlassablement les mêmes erreurs. Et voilà, ça fait déjà le tour, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, notamment est-ce que tu trouves qu'on devrait changer de système politique? Est-ce qu'une nouvelle forme de démocratie pourrait être intéressante? Je t'invite à le faire en commentaire tout en restant respectueux et bienveillant vis-à-vis des uns et des autres. N'oublie pas non plus de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'oublie pas non plus de liker la vidéo si tu l'as aimée. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!